Avant que la vérité ne fît surtout, je croyais vivre dans une famille unie. Pas parfaite, bien sûr, mais soudée par l'habitude, par ces rituels répétés qui donnent l'impression d'une continuité rassurante. Nous n'étions pas démonstratifs, nous n'étions pas expansifs, mais je pensais que la fidélité aux mêmes gestes suffisait à prouver l'amour. Je m'étais mariée jeune. J'avais choisi un homme calme, peu bavard, que je croyais stable. À cette époque, je pensais que le silence était une qualité, qu'il signifiait la retenue, la solidité, la capacité à durer. Je n'imaginais pas qu'il puisse aussi servir à masquer, à contourner, à décider, sans expliquer. Nous avons construit notre vie sans éclat. Une maison modeste, des repas aux mêmes heures, des vacances toujours au même endroit. Cette régularité me rassurait. Elle me donnait l'impression que rien de grave ne pouvait arriver à ceux qui ne changent pas. J'ignorais que l'immobilité peut aussi être une façon de figer les rôles. Quand les enfants sont nés, je me suis effacée sans y penser. Tout naturellement. Je me suis placée là où l'on attendait que je sois, au centre de l'organisation, mais à la périphérie des décisions. Je faisais en sorte que tout fonctionne, que chacun se sente à sa place. La mienne consistait surtout à ne pas déranger. Je croyais sincèrement que cette discrétion était une preuve de maturité, que l'amour familial se mesurait à ce que l'on accepte sans protester. J'ai appris à anticiper les besoins des autres avant même qu'ils ne les expriment. Toi, à deviner les tensions pour les désamorcer. À taire mes doutes pour préserver une harmonie fragile. Les années ont passé ainsi, sans rupture visible. Les mêmes réunions de famille, les mêmes phrases échangées, les mêmes souvenirs racontés et à raconter, jusqu'à devenir des certitudes. J'aimais ces récits. Ils donnaient un sens à nos sacrifices, à nos renoncements. Ils dessinaient une histoire commune dans laquelle chacun avait son rôle. Peu à peu, cette histoire est devenue intangible. On ne la questionnait plus. Elle était notre version. Quand je racontais un souvenir différemment, on me corrigeait doucement. Tu te souviens mal? Ce n'était pas exactement comme ça. Je souriais. Je pensais que la mémoire joue des tours, surtout avec le temps. Je n'imaginais pas que ces corrections étaient toujours orientées. Elles allaient toutes dans le sens d'une image plus lisse, plus cohérente, plus acceptable. Non, je me suis habituée à ces ajustements. Ils faisaient partie de la vie familiale. On réécrit toujours un peu le passé. Pensais ça pour qu'il soit plus supportable. Je ne voyais pas que ce passé réécrit me plaçait de plus en plus à l'écart. Ma parole pesait moins. Mes souvenirs devenaient discutables. Mon rôle se réduisait à celui de gardienne du lien, jamais de décisionnaire. Et comme je ne voulais pas être celle qui trouble l'équilibre, je me suis tue davantage. Il n'y avait pourtant rien de violent. Rien que l'on puisse nommer clairement. C'est cela qui rend l'illusion si résistante. Tout semblait normal. Fonctionnel. Presque enviable vu de l'extérieur. Une famille sans scandale, sans éclat, sans rupture visible. Mais cette normalité avait un prix. Et ce prix, je le payais seul. Je confondais l'unité avec l'effacement. Je croyais que ma discrétion protégeait les autres. En réalité, elle permettait à chacun de ne jamais se confronter à ce qui dérange. Mon silence servait de ciment. Sans lui, tout risquait de se fissurer. Je sentais parfois un malaise diffus, une impression de ne plus savoir exactement ce qui m'appartenait. Mes souvenirs, mes décisions, mes choix. Mais je repoussais ces sensations. Elles menaçaient trop directement l'image que je m'étais faite de ma famille. Aujourd'hui, en repensant à cette vie d'avant, je comprends combien l'illusion était solide parce qu'elle reposait sur ma loyauté silencieuse. Rien ne tenait par la vérité entière. Tout tenait par des demi-hameaux, des arrangements, des rôles acceptés sans discussion. Je n'étais pas malheureuse, au sens classique. Mais je n'étais plus pleinement présente à ma propre existence. J'étais devenue une pièce essentielle mais interchangeable, utile mais invisible. À ce moment-là, je ne savais pas encore ce qui allait éclater. Je n'avais aucune preuve, aucun document, aucun fait précis. Seulement cette intuition sourde. Si je cessais de me taire, quelque chose de fondamental ne survivrait pas. Et cette intuition, malgré mes efforts pour l'ignorer, commençait à se faire entendre. Mais avant que la vérité ne fasse voler en éclats ce que je croyais être une famille, ma vie me paraissait lisible. Pas heureuse au sens romanesque, mais stable. Je pensais que cette stabilité
était une réussite en soi. Elle me donnait l'impression d'avoir tenu mes promesses, d'avoir construit quelque chose de durable, de respectable. Je m'étais mariée jeune, avec l'idée très simple que durer était une forme de fidélité. Mon mari était un homme discret, peu porté sur les confidences. Je prenais son silence pour de la solidité. Je pensais que parler peut éviter les conflits, que l'essentiel se prouvait dans la continuité des gestes. Je n'ai jamais cherché à le faire parler davantage. J'avais appris que certaines choses n'avaient pas besoin d'être dites pour exister. Nous avons bâti notre vie sans éclat. Une maison modeste, choisie pour sa praticité plus que pour son charme. Des habitudes fixes. Des horaires réguliers. Cette répétition me rassurait. Elle me donnait le sentiment que rien ne pouvait vraiment se briser dans ce qui ne change pas. J'ignorais alors que l'immobilité peut aussi servir à figer les rôles, à empêcher toute remise en question. Quand les enfants sont arrivés, je me suis effacée sans même m'en rendre compte. Ce n'était pas un sacrifice conscient. C'était ce que l'on attendait de moi, et je l'acceptais, volontiers. Je gérais, j'organisais, j'anticipais. Je faisais en sorte que tout fonctionne. Être au centre de la logistique me semblait être une place légitime. Je ne voyais pas que j'étais déjà en train de quitter le centre des décisions. La famille s'est construite autour de rituels solides. Les repas du dimanche, les fêtes célébrées toujours de la même manière, les mêmes histoires racontées d'année en année. J'aimais ces récits. Ils donnaient une cohérence à notre vie. Ils expliquaient nos choix, nos renoncements. Ils formaient une mémoire commune, dans laquelle je me reconnaissais pleinement. Peu à peu, ces souvenirs sont devenus intouchables. Ils n'étaient plus seulement racontés, ils étaient validés. Quand je me permettais une nuance, un détail différent, on me corrigeait doucement. Tu confonds. Ce n'était pas exactement comme ça. Je souriais. Je pensais que ma mémoire me jouait des tours. Je n'imaginais pas que ces corrections n'étaient pas neutres. Elles allaient toutes dans le même sens. Celui d'une histoire plus lisse, plus acceptable, plus confortable pour tout le monde. Je me suis habituée à douter de moi plutôt que des autres. C'est une habitude qui s'installe facilement quand on veut préserver la paix. Je préférais croire que j'exagérais plutôt que de risquer de fissurer cette unité familiale à laquelle je tenais tant. Mon silence devenait un réflexe, une politesse, une preuve de maturité, pensais à je. Avec le temps, mon rôle s'est clarifié sans jamais être nommé. J'étais celle qui arrangeait, celle qui comprenait, celle qui absorbait les tensions pour éviter qu'elles n'explosent. On me consultait rarement pour les décisions importantes, mais on comptait sur moi pour que tout se passe bien. Cette place me semblait naturelle. Je ne voyais pas qu'elle me rendait progressivement invisible. Il n'y avait rien de brutal, rien que l'on puisse dénoncer clairement. C'est ce qui rend l'illusion familiale si résistante. Tout semblait normal vu de l'extérieur. Une famille calme, sans scandale, sans cri. Une famille qui fonctionne. Je me disais souvent que j'avais de la chance. Mais cette normalité avait un coût. Et ce coût, je le payais seul. Je me surprenais parfois à ne plus savoir exactement ce qui m'appartenait. Mes souvenirs, mes décisions, mes envies. Tout semblait filtré par le prisme de ce qui était acceptable pour le groupe. Je mettais ces sensations de côté. Elles étaient inconfortables. Elles menaçaient trop directement l'équilibre que j'avais contribué à maintenir. Je confondais l'unité avec l'effacement. Je croyais que ma discrétion protégeait les autres. En réalité, elle permettait à chacun de ne jamais se confronter à ce qui dérange. Mon silence servait de lien. Sans lui, tout risquait de se désagréger. Aujourd'hui, en repensant à cette vie d'avant, je comprends combien l'illusion familiale était solide, parce qu'elle reposait sur ma loyauté silencieuse. Rien ne tenait par la vérité entière. Tout tenait par des demi-hameaux, des habitudes, des rôles acceptés, sans discussion. Je n'étais pas malheureuse au sens évident du terme, mais je n'étais plus pleinement présente à ma propre existence. J'étais devenue indispensable, mais remplaçable. Utile, mais secondaire. Aimée, sans être réellement écoutée. À ce moment-là, je ne savais pas encore ce qui allait éclater. Je n'avais aucune preuve, aucun document, aucun fait précis. Seulement cette intuition sourde. Si je cessais de me taire, si je cessais de jouer mon rôle, cette famille, telle que je la connaissais, ne survivrait pas. Et cette intuition, malgré tous mes efforts pour l'étouffer,
commençait déjà à fissurer l'illusion. Je ne saurais pas dire quand exactement j'ai cessé d'être écoutée. Il n'y a pas eu de moment précis, pas de phrase tranchante, pas de rupture nette. Tout s'est fait par glissements successifs, presque imperceptibles. Comme si ma place s'était déplacée sans que personne n'ait jugé utile de m'en informer. Au début, ce furent de petites choses. Des conversations qui s'interrompaient quand j'entrais dans une pièce. Des regards échangés, rapides, suivis d'un sourire trop appuyé. On en parlait justement, disait à Ang, sans jamais reprendre le fil devant moi. Je ne posais pas de questions. J'avais appris que l'insistance peut passer pour de la curiosité déplacée. Et puis, je ne voulais pas donner l'impression de surveiller, de contrôler. Je préférais croire que ce n'était rien. Puis il y eut les souvenirs. Les miens, surtout. Ceux que je racontais depuis des années, avec les mêmes images, les mêmes mots. Un jour, on a commencé à les corriger plus franchement. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Tu confonds avec autre chose. Je riais encore. Je faisais mine de m'excuser. Je mettais cela sur le compte de l'âge, de la fatigue. Mais ces corrections revenaient souvent. Ah, et toujours dans le même sens. Elle simplifiait, elle minimisait, elle réécrivait. Ce que je disais devenait une version parmi d'autres, rarement la bonne. Peu à peu, j'ai hésité avant de parler. Je reformulais intérieurement mes souvenirs pour qu'ils soient acceptables. Je supprimais des détails. J'écourtais. Il est épuisant de devoir justifier ce que l'on a vécu. Alors j'ai commencé à me taire davantage. Il y eut aussi les décisions prises sans moi. Pour t'aider, disait Aon, on triait mes papiers. On déplaçait des dossiers. Alors, certains objets changeaient de place. Quand je demandais, on me répondait que ce n'était pas important, que cela me ferait moins de choses à gérer. Cette aide avait un goût étrange. Elle me soulageait en apparence, mais me laissait déposséder. Lors des réunions familiales, ma place a changé subtilement. On me mettait à l'extrémité de la table. Les discussions sérieuses se tenaient ailleurs. On me demandait surtout si je n'étais pas trop fatiguée, si je voulais encore du café. On ne me demandait plus mon avis. Comme si ma présence suffisait, mais que ma parole devenait optionnelle. Je souriais. Toujours. Le sourire est une arme silencieuse. Il évite les conflits. Il rassure les autres. J'avais appris que préserver l'harmonie familiale valait bien quelques renoncements supplémentaires. Je croyais encore que ce silence était une preuve d'amour, mais ces renoncements s'accumulaient. Un jour, j'ai cherché une vieille boîte de photos. On m'a dit qu'elle avait été rangée en sécurité. On ne savait plus exactement où. Un autre jour, j'ai posé une question précise sur un événement ancien. On m'a répondu que je m'attachais à des détails inutiles. J'ai senti une impatience contenue, comme si ma curiosité devenait une gêne. Je n'ai pas insisté. La peur de passer pour une vieille femme confuse est une peur sournoise. Elle vous réduit au silence plus sûrement qu'une interdiction claire. On finit par se dire que le problème vient de soi, que l'on exagère, que l'on devient pénible. Cette peur m'a longtemps tenue tranquille. Pourtant, quelque chose résistait en moi. Une sensation persistante, difficile à nommer. Ce n'était pas seulement une question de respect. C'était une question d'existence. J'avais l'impression d'être encore là physiquement, mais de disparaître dans les décisions, dans les récits, dans la mémoire collective. Je me suis mise à observer davantage, à écouter plus que je ne parlais. Non par soumission, mais par lucidité. Je notais les contradictions, les silences trop nets, les regards qui s'échangeaient, quand je posais une question. Tout formait un ensemble cohérent, même si je n'en voyais pas encore le cœur. Je me demandais souvent pourquoi je ne réagissais pas plus fermement. La réponse était simple et douloureuse. J'aimais encore. Et l'amour, surtout quand il a duré longtemps, rend aveugle aux formes les plus douces de rejet. On accepte ce qu'on n'accepterait jamais d'un étranger. Avec le recul, je vois le mécanisme. On m'a rendu incertaine de mes souvenirs avant de m'écarter des décisions. On m'a habituée à douter de moi avant de parler à ma place. Tout se faisait lentement, sans heurts, comme si le temps devait anesthésier toute résistance. À ce stade, je ne savais toujours pas ce qu'on me cachait. Aucun fait précis. Aucun document. Aucun mot clair. Mais je sentais déjà les effets de cette mise à l'écart. Comme une brume qui altérait chaque souvenir, chaque certitude.
Je m'approchai d'un seuil, sans encore le nommer. Celui où l'on cesse de se taire pour préserver une illusion, et où l'on commence à regarder par nécessité. Et je pressentais que, de l'autre côté de ce seuil, l'illusion familiale ne tiendrait plus, pas parce que je la briserais volontairement, mais parce que je ne pourrais plus continuer à disparaître. La goutte d'eau n'est pas arrivée avec fracas. Elle ne s'est pas annoncée comme une révélation spectaculaire. Elle a pris la forme la plus banale qui soit, un geste ordinaire, accompli sans méfiance, un matin où je ne m'attendais à rien. Je voulais simplement ranger un tiroir. Un de ces tiroirs que l'on ouvre rarement, où s'accumulent des papiers anciens, des enveloppes jamais jetées, des traces d'une vie que l'on croit connue. En le tirant, j'ai senti une résistance inhabituelle. Comme si quelque chose avait été glissé trop profondément, trop soigneusement. Au fond, une chemise cartonnée, épaisse, d'un beige jauni. Mon nom était inscrit dessus, d'une écriture ferme qui n'était pas la mienne. Juste en dessous, une date. Une date qui, immédiatement, m'a fait froncer les sourcils. Elle ne correspondait à rien de clair dans ma mémoire. Pas à un mariage. Pas à une naissance. Pas à un événement que j'aurais pu oublier par simple étourderie. Je suis restée immobile, quelques secondes. J'ai hésité. Refermer le tiroir. Me dire que ce n'était rien. Que je devenais trop soupçonneuse. Cette tentation a été réelle. Elle venait de loin, de cette habitude ancienne de ne pas déranger l'équilibre. Puis j'ai ouvert la chemise. À l'intérieur, des documents classés avec une rigueur presque administrative. Des copies officielles. Des courriers datés. Des décisions consignées noir sur blanc. Il n'y avait pas de place pour l'interprétation. Les faits étaient là, ordonnés, indiscutables. L'autre, à mesure que je lisais, une sensation étrange m'envahissait. Ce que je découvrais ne contredisait pas seulement un souvenir isolé. Cela reconfigurait l'ensemble. Des choix que je croyais partagés avaient été faits sans moi. Des décisions majeures, présentées plus tard comme évidentes, avaient été prises dans mon dos, bien avant ce que j'avais toujours raconté. Je me suis assise, lentement, comme si mon corps avait compris avant ma tête que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Je relisais chaque page avec une attention presque douloureuse. Les dates, les signatures, les formulations. Tout était clair. Trop clair pour être ignoré. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un malentendu. C'était une organisation. Je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti quelque chose de plus dense, de plus froid. La confirmation. Cette intuition sourde, qui m'accompagnait depuis des mois, venait de trouver une forme tangible. Le malaise diffus avait désormais des preuves. Ouais. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas l'ampleur de ce que je découvrais, mais son ancienneté. Cela ne datait pas d'hier, ni même de ces dernières années où l'on avait commencé à me corriger ouvertement. Cela remontait loin. Très loin. Comme si l'illusion familiale avait été bâtie dès l'origine, patiemment, avec méthode. J'ai compris alors pourquoi tant de souvenirs semblaient flous. Pourquoi certaines anecdotes étaient toujours reformulées. Pourquoi mes questions dérangeaient. On ne m'avait pas seulement tenu à l'écart. On avait protégé un récit. Et ce récit ne survivait que si je continuais à douter de moi. J'ai refermé la chemise avec soin. Je l'ai remise exactement à l'endroit où je l'avais trouvée. Puis je suis sortie. J'avais besoin d'air, de mouvement, de distance. Dehors, la vie continuait comme si de rien n'était. Des voisins passaient. Des voix montaient de la rue. Le monde n'avait pas vacillé, même si le mien venait de le faire. Assise sur un banc, je repensais à toutes ces fois où l'on m'avait dit « Tu te souviens mal ?» Ce n'est pas important. Ces phrases prenaient soudain un autre sens. Elles n'étaient pas destinées à m'apaiser. Elles servaient à maintenir une cohérence artificielle, à préserver l'illusion familiale, en sacrifiant ma compréhension. La pensée la plus douloureuse n'a pas été celle du mensonge, c'était celle-ci. On avait jugé que je ne pouvais pas supporter la vérité. On avait décidé à ma place ce que je pouvais entendre. Et pour maintenir cette décision, on avait façonné mes souvenirs. Je me suis demandé ce que j'aurais fait si j'avais su plus tôt. La question est venue, puis s'est dissipée. Elle n'avait plus d'utilité. Ce qui comptait désormais, c'était ce que je ferais avec ce que je savais. En rentrant, j'ai pris un carnet.
J'y ai noté la date. Puis, précisément, ce que j'avais vu. Sans colère. Sans adjectif inutile. Juste des faits. Mettre les choses par écrit, c'était reprendre possession de mon histoire. Pour la première fois, je ne racontais pas un souvenir. Je consignais une vérité. Les jours suivants, chaque détail prenait une autre dimension. Chaque correction de ma mémoire sonnait comme une tentative de maintenir le mensonge. Mais je ne doutais plus. Le doute avait changé de camp. Au troisième matin, une certitude s'est imposée sans bruit. Je ne pourrais plus vivre dans cette illusion. Pas après avoir vu. Pas après avoir compris. Ce qui avait été découvert ne pouvait pas être refermé comme un tiroir. Je n'avais encore affronté personne. Aucun mot n'avait été prononcé. Mais intérieurement, tout avait basculé. L'illusion familiale venait de se fissurer irrémédiablement. Et je savais, avec une clarté nouvelle, que rien de ce qui tenait uniquement grâce à mon silence ne pourrait désormais survivre. Après cette découverte, le temps a cessé d'avoir la même consistance. Les journées continuaient d'avancer, mais je les traversais comme derrière une vitre. Tout semblait identique autour de moi. Et pourtant, rien n'était plus à sa place. L'illusion familiale venait de se fissurer, et je ne pouvais plus faire semblant de ne pas voir les failles. Les nuits ont été les plus cruelles. Dès que je fermais les yeux, les documents revenaient. Les dates, les signatures, les décisions prises sans moi. Elles se superposaient à mes souvenirs anciens, ceux que j'avais chéris, défendus, transmis. Les deux versions ne s'opposaient pas frontalement. Elles se frôlaient sans jamais coïncider. Et cet écart m'empêchait de dormir. Je me suis posé la question que l'on redoute toutes, à voix basse, comme une faute. Comment ai-je pu vivre ainsi pendant si longtemps? Cette interrogation ne cherchait pas encore des coupables. Elle me visait moi. Elle venait avec une honte sourde, difficile à avouer. Pas la honte d'avoir été trompée, mais celle d'avoir accepté, sans comprendre. D'avoir confondu patience et loyauté. Silence et amour. Je me surprenais à défendre intérieurement ceux qui m'avaient caché la vérité. Il voulait préserver la famille. Il pensait bien faire. Ces phrases revenaient presque automatiquement, comme un vieux mécanisme de protection. J'ai mis du temps à comprendre que cette défense faisait encore partie de l'illusion. Elle me maintenait à la même place. Celle qui excuse, qui comprend, qui absorbe. Mais quelque chose avait changé. Cette fois, ces justifications ne suffisaient plus à apaiser le malaise. Je repensais à chaque moment où j'avais douté de moi. À chaque fois où l'on m'avait dit que je me souvenais mal. À chaque décision prise pour m'aider. Tout s'agençait désormais dans une logique claire. Ce n'était pas une succession de maladresses. C'était un système discret, efficace, construit sur mon effacement. Cette prise de conscience a été lente, mais irréversible. Elle ne s'est pas imposée comme une colère, mais comme une clarté froide. Et cette clarté était épuisante. Elle oblige à regarder, sans embellir, sans arranger, sans protéger. J'ai commencé à écrire, pas pour raconter l'histoire, pas encore, pour me comprendre. J'ai ouvert un carnet et j'y ai noté mes pensées, sans chercher à les ordonner. Des questions, des souvenirs revisités, des phrases courtes, parfois maladroites. Écrire m'a permis de poser une distance entre l'émotion et la réalité. Je me suis rendu compte que, pendant des années, j'avais confondu l'unité familiale avec le renoncement personnel. Je croyais que préserver l'harmonie justifiait tout, même l'effacement, même la dépossession progressive. Cette croyance m'avait tenu tranquille, docile, acceptable. La vérité venait de la mettre en pièces. Il y avait des moments où j'étais tentée de refermer mentalement le tiroir, de me dire que ce que je savais désormais ne m'apporterait rien de bon. Que vivre avec une illusion consciente valait peut-être mieux que de provoquer l'effondrement de ce qui restait. Cette tentation était réelle, surtout quand la fatigue devenait trop lourde. Mais une autre voix, plus calme, plus ferme, s'est peu à peu imposée. Elle ne criait pas. Elle constatait simplement « Tu ne pourras plus faire semblant ». À partir de cet instant, chaque sourire forcé devenait une trahison envers moi à même. Chaque silence, une participation active au mensonge. Je comprenais enfin que ce n'était pas la vérité qui allait détruire la famille, mais la fin de mon consentement tacite. Je n'avais pas encore décidé ce que j'allais faire.
La vengeance ne me traversait pas l'esprit. Ce que je cherchais, c'était une cohérence, un alignement entre ce que je savais, ce que je ressentais et ce que je vivais. Sans cela, aucune paix n'était possible. Je regardais différemment les visages autour de moi, non avec méfiance, mais avec une lucidité nouvelle. Je voyais les silences calculés, les phrases prudentes, les regards qui évitaient les miens quand je posais une question précise. Tout devenait lisible. Un matin, en me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme fatiguée mais plus droite, comme si quelque chose avait cessé de plier à l'intérieur. Je n'étais plus dans l'attente d'une explication ou d'un aveu. J'étais dans l'acceptation d'un fait simple et douloureux. L'illusion familiale reposait sur mon silence, et ce silence ne me protégeait plus. Cette phase a été la plus difficile, parce qu'elle ne donne pas encore de solution. Elle ne propose pas de plan. Elle oblige seulement à regarder en face ce que l'on sait désormais, sans échappatoire. Mais elle était nécessaire. Car avant toute action, avant toute confrontation, avant toute décision concrète, il fallait franchir ce seuil intérieur. Accepter que l'amour n'excuse pas tout, que la loyauté ne justifie pas l'effacement, et que la vérité, même tardive, mérite d'être reconnue. À cet instant précis, je ne savais pas encore comment j'allais reprendre ma place. Mais je savais une chose avec certitude. Je ne pouvais plus continuer à vivre dans une illusion qui m'avait coûté tant d'années. Et cette certitude, silencieuse, marquait la fin définitive de mon aveuglement. La décision de me préparer ne s'est pas imposée comme une urgence. Elle est venue comme une évidence, tranquille. J'avais compris que la vérité, pour ne pas être étouffée à nouveau, devait s'appuyer sur quelque chose de solide. Les émotions ne suffisaient plus. Il me fallait des faits, des cadres, des limites claires. Je n'ai parlé à personne, pas par peur, mais par stratégie. Chaque mot, prononcé trop tôt, aurait déclenché une pluie d'explications, de justifications, de récits concurrents. Je connaissais déjà cette mécanique. Alors je me suis tue autrement. Un silence choisi, attentif, qui me laissait avancer sans éveiller de soupçons. La première étape a été de reprendre la main sur mes papiers. Tous, ceux que j'avais encore, et ceux qui avaient mystérieusement disparu des tiroirs. J'ai demandé des duplicatas, patiemment, sans dramatiser. Actes, courriers, relevés anciens. Chaque document retrouvé remettait une pièce à sa place. Je travaillais lentement, méthodiquement, comme on reconstitue un puzzle longtemps dispersé. J'ai pris rendez-vous avec un notaire extérieur, quelqu'un que personne de ma famille ne connaissait. Il m'a reçu sans hâte, sans jugement. Je n'ai pas raconté mon histoire comme un drame. J'ai présenté des dates, des incohérences, des décisions consignées. Il a écouté, puis posé des questions simples, précises, celles qui éclairent sans provoquer. En sortant de ce rendez-vous, je n'étais pas rassurée au sens émotionnel. J'étais stabilisée. Ce que je pressentais depuis des mois trouvait une confirmation neutre. Le droit, lui, ne se nourrit pas d'illusions. Il exige des preuves, et ces preuves existaient. J'ai ouvert un compte bancaire à mon nom, discrètement. Un geste banal, mais déterminant. Pour la première fois depuis longtemps, mes ressources ne transitaient plus par un espace partagé, interprétable. Ce compte n'était pas une provocation, c'était une frontière, une ligne claire que je traçais sans l'annoncer. J'ai ensuite rédigé un Nouveau Testament. Non par esprit de revanche, mais par cohérence. Je voulais que mes choix soient formulés sans ambiguïté, à l'abri des réécritures ultérieures. Mettre ces décisions par écrit m'a procuré une sensation inattendue. Je reprenais la parole, sans dire un mot. La loi devenait ma voix calme. Pendant ce temps, je continuais à jouer mon rôle habituel. Je souriais, j'écoutais, je répondais aux questions anodines. Cette docilité apparente était un masque nécessaire. Elle me laissait le temps d'achever ce que j'avais commencé. Je comprenais désormais que le silence peut être une arme. Quand il est maîtrisé, chaque soir, je consignais mes démarches dans un carnet. Pas pour me souvenir, mais pour garder une trace exacte. Date, rendez-vous, décision. Cette rigueur nouvelle m'apportait une stabilité que je n'avais jamais connue. Je ne naviguais plus à l'instinct. Je suivais un plan. Il y a eu des moments de doute,
Des instants où je me demandais si tout cela n'était pas excessif. Si je n'allais pas trop loin. Mais ces hésitations se dissipaient dès que je redisais certains documents. Les faits ne variaient pas. Ils confirmaient, encore et encore, que ma préparation n'était pas une peur tardive, mais une réponse proportionnée. Je me suis aussi informée sur mes droits, sans dramatiser. Comprendre les règles, c'était sortir du brouillard. Chaque information acquise réduisait l'emprise du mensonge. La loi ne s'intéresse pas aux intentions. Elle observe les actes. Cette simplicité m'apaisait profondément. À mesure que les semaines passaient, je sentais un changement intérieur. Je n'étais plus dans l'attente d'un aveu, plus dans l'espoir d'une réparation spontanée. J'agissais. Lentement, sûrement. Je n'avais pas besoin d'une confrontation immédiate. Ce qui devait se dire se dirait, mais sur un terrain préparé. Je savais que le jour viendrait où je poserais les documents sur la table. Où l'illusion ne tiendrait plus face aux preuves. Je ne cherchais ni l'humiliation, ni la revanche. Je cherchais l'équilibre. Et cet équilibre ne pouvait exister que si la vérité était protégée par un cadre solide. À la fin de cette phase, je n'étais pas encore libre. Mais je n'étais plus vulnérable. J'avais cessé d'être un personnage dans l'histoire des autres. Je redevenais l'autrice de la mienne. La préparation n'a rien de spectaculaire. Elle ne fait pas de bruit, mais elle transforme tout. Quand on avance ainsi, en silence, le piège se referme sans cri, sans heurts, par la simple force des faits. Et je savais, avec une certitude désormais tranquille, que plus personne ne pourrait me dire que tout cela n'était qu'une illusion. La confrontation n'a pas été un choix impulsif. Elle s'est imposée quand tout a été prêt. Je n'avais plus besoin de me demander si le moment était venu. Je le sentais. Les choses qui tiennent par l'évitement finissent toujours par réclamer une mise au jour. L'invitation a été formulée avec une prudence inhabituelle. On devrait se voir tous ensemble pour parler calmement. Le ton était doux, presque rassurant. Mais je reconnaissais désormais ce langage. Celui qui tente d'encadrer la vérité avant qu'elle ne déborde. Nous nous sommes retrouvés autour de la table familiale, la même que depuis des années. Les mêmes chaises, les mêmes gestes mécaniques. Mais quelque chose avait changé. Il y avait des dossiers posés devant eux, soigneusement alignés. Une mise en scène de sérieux, comme si l'ordre matériel pouvait encore contenir ce qui allait être dit. Je me suis assise sans rien ajouter. Ils ont commencé à parler. Longuement. Ils ont évoqué la complexité des situations passées, les décisions difficiles, la nécessité de préserver l'équilibre familial. Les phrases étaient bien construites, répétées. Je reconnaissais cette musique-là, celle des récits qui cherchent à précéder les questions. Je les ai laissés aller au bout. Quand le silence est revenu, j'ai ouvert mon sac. Lentement, j'en ai sorti la pochette que j'avais préparée. Je l'ai posée au centre de la table, sans un mot. Le simple bruit du carton a suffi à figer les regards. Ils ont reconnu les documents avant même de les lire. Les dates, les intitulés, les visages se sont tendus. Je n'ai rien dit. Les faits n'avaient pas besoin de ma voix. Où as-tu trouvé ça? La question est sortie trop vite. Trop sèche. Là où c'était. Et ai-je répondu calmement. Ils ont feuilleté, relu, comparé. Chaque page retirait un appui à leur récit. Ce qui avait tenu si longtemps grâce à mon silence devenait soudain lourd, encombrant, difficile à défendre. Le mensonge n'avait plus d'espace où se replier. La colère est venue ensuite. On m'a reproché d'avoir agi seul, d'avoir consulté sans prévenir, de créer une tension inutile. Les mots se voulaient fermes, mais ils glissaient. Ce qui avait été décidé sans moi ne pouvait plus être justifié par mon ignorance. Tu aurais pu nous en parler, a dit l'un d'eux. Vous auriez pu m'en parler, ai-je répondu, sans élever la voix. Cette phrase a marqué un arrêt. Elle ne cherchait pas à accuser. Elle constatait. Le ton a changé. On a tenté l'apaisement. On a parlé d'amour, de famille, de souvenirs communs. On a rappelé des moments heureux, comme s'ils pouvaient encore servir de rempart. Je les écoutais avec une distance nouvelle. Je savais désormais que ces souvenirs avaient été polis, ajustés, parfois instrumentalisés. On pensait que tu ne supporterais pas la vérité, a fini par dire quelqu'un. Cette phrase contenait tout, l'aveu et la justification. Le regard qu'on avait porté sur moi pendant des années. Vous vous êtes trompé, je dis simplement.
Je supporte très bien la vérité. Ce que je ne supportais plus, c'était d'être tenue à l'écart de ma propre histoire. Le silence qui a suivi n'était plus stratégique, il était contraint. Chacun comprenait que l'illusion familiale ne tiendrait plus sans mon consentement. Et ce consentement venait de disparaître. On m'a demandé ce que je voulais. La question arrivait tard. Je n'ai pas parlé de revanche. Je n'ai pas exigé d'excuses. Je veux que ce qui me concerne soit décidé avec moi, ai-je répondu. Ou pas décidé du tout. Les documents étaient là. Les démarches engagées aussi. Je n'avais pas besoin de menacer. Le cadre existait déjà. La loi, cette fois, parlait à ma place. Sans colère, sans emphase. La discussion s'est achevée sans accord clair, sans promesse, sans embrassade. En me levant, j'ai ressenti une stabilité inattendue. Pas une victoire. Une fin de dépendance. En quittant la pièce, je n'ai pas cherché leur regard. Non par dureté, mais parce que je n'avais plus besoin d'être reconnue pour exister. Ce qui devait être établi l'était désormais. Plus tard, seule, j'ai compris une chose essentielle. L'illusion familiale n'avait pas été brisée par ma parole, mais par la fin de mon silence. Et ce qui s'effondre quand on cesse de se taire n'a jamais été construit pour durer. Le piège s'était refermé sans cri, sans geste brusque, par la simple force des faits, préparés avec patience. Et je savais que, désormais, rien de ce qui reposait sur mon effacement ne pourrait survivre. Après cette confrontation, plus rien n'a repris sa place. Ce n'est pas que tout se soit brisé d'un coup, c'est pire, parfois. Tout s'est déréglé lentement, comme un mécanisme qui fonctionnait uniquement parce que personne n'osait toucher à la pièce centrale. Les jours suivants, le silence a changé de nature. Il n'était plus paisible ni protecteur. Il était tendu, nerveux, presque accusateur. Les appels se sont faits rares, puis confus. Quand ils arrivaient, ils portaient le poids de l'embarras plus que celui de l'affection. Chacun semblait chercher un responsable. Pas du mensonge trop vaste, trop ancien, mais de son effondrement. Et, sans surprise, ce rôle m'a été attribué à demi-mot. Tout allait bien avant, disait Aaron. Pourquoi remuer le passé maintenant? Je reconnaissais là le dernier refuge de l'illusion. Accuser la vérité d'avoir détruit ce que le mensonge avait rendu confortable. Cette inversion des rôles ne me faisait plus vaciller. Je l'avais trop souvent observé pour m'y laisser prendre. Entre eux, les tensions sont apparues, les versions divergeaient. Les souvenirs, autrefois récités à l'unisson, se contredisaient soudain. Chacun cherchait à se dégager de la responsabilité principale. Celui qui avait décidé, celui qui avait signé, celui qui avait su et n'avait rien dit. Les silences, cette fois, n'étaient plus partagés. Ils isolaient. Je n'étais plus au centre de ces échanges. Et, pour la première fois, je n'y étais pas aspiré. Je recevais des bribes, des phrases rapportées, des tentatives maladroites de justification. Mais je restais en retrait. Ce qui se jouait désormais ne dépendait plus de « Au père »,« Ali »,« Sel »,« So »,« Ma »,« Ali »,« Di »,« Moi »,« Ali ». Il y eut aussi des tentatives de rapprochement, des messages plus doux, presque nostalgiques. On évoquait les souvenirs heureux, les années passées, les sacrifices communs, comme si ces images pouvaient encore recoller ce qui avait été fissuré. Je répondais avec retenue. Je ne rejetais pas, mais je ne revenais pas en arrière. J'avais compris que revenir aurait signifié reprendre ma place, d'avant. Celle qui rassure, qui absorbe, qui rétablit l'équilibre au prix de son effacement. Cette place n'existait plus pour moi. Peu à peu, la famille telle que je l'avais connue s'est fragmentée. Les alliances tacites se sont révélées. Certains se sont rapprochés par intérêt, d'autres se sont éloignés par peur. Les non-dits sont remontés à la surface, sans filtre. Ce qui avait été contenu pendant des années se déversait sans ordre. Je regardais cela avec une distance nouvelle. Non par indifférence, mais parce que je n'étais plus impliquée. Émotionnellement de la même manière. Je n'avais plus à réparer, plus à traduire, plus à faire tampon. Cette liberté inattendue était déroutante, mais profondément juste. Tic, on m'a reproché mon calme. Comment peut-tu rester si tranquille? La question m'a surprise.
comme si la dignité silencieuse était suspecte quand elle n'était plus au service des autres. Je n'étais pas tranquille par insensibilité. Je l'étais parce que j'avais traversé la tempête en amont. Les nuits blanches, les doutes, la honte muette, tout cela avait déjà eu lieu. Ce qui se jouait maintenant appartenait aux autres. À un moment, j'ai compris que rien ne serait réparé. Pas parce que je refusais le dialogue, mais parce que l'illusion familiale ne pouvait survivre à la vérité. Elle avait été construite sur des rôles figés, cela, des silences obligatoires, une hiérarchie implicite. En refusant ce cadre, je rendais toute reconstruction impossible sous la même forme. Et c'était peut-être ce qu'il fallait accepter. Il y a eu une tristesse, bien sûr. Une forme de deuil. Pas seulement celui de la famille, mais celui de ce que j'avais cru être ma place, mon rôle, ma sécurité. 30 années d'illusion ne disparaissent pas sans laisser de traces. Mais cette tristesse n'était plus une prison. Elle était un passage. Je sentais que je m'éloignais intérieurement. Pas dans le rejet, mais dans la lucidité. Ce qui se désagrégeait n'était pas un lien sain. C'était une construction fragile qui dépendait de mon effacement pour tenir. En me retirant, je n'avais pas détruit la famille. J'avais cessé de la porter seule. Et dans cet éclatement, aussi douloureux soit-il, je percevais déjà autre chose. Un espace nouveau. Un silence différent. Celui qui n'exige plus de sacrifices invisibles pour exister. Je savais que la suite ne se jouerait plus ici. Pas dans les discussions interminables, ni dans les tentatives de réparation artificielle. Mais ailleurs. Là où l'on peut enfin vivre sans illusion. Je ne suis pas partie en claquant une porte. Je suis partie comme on s'éloigne d'un lieu devenu trop étroit pour respirer. Sans colère apparente, sans mise en scène. Ce départ n'était pas une rupture spectaculaire, mais une conséquence naturelle. Il n'y avait plus rien à réparer, là où l'illusion s'était effondrée. J'ai choisi un endroit simple, loin des souvenirs imposés, pas pour effacer le passé, mais pour lui enlever son emprise quotidienne. Un lieu où personne ne connaissait mon rôle d'avant, où je n'étais ni la médiatrice, ni la gardienne de l'harmonie familiale. Ici, je n'étais qu'une femme qui recommençait à vivre à son rythme. Les premiers jours, j'ai vécu dans une lenteur presque volontaire. Je marchais longtemps sans destination précise. J'observais les gestes des autres sans chercher à m'y intégrer. J'avais passé tant d'années à m'ajuster que cette absence d'attente me semblait irréelle. Personne ne me demandait d'expliquer, de justifier, de corriger un souvenir. J'ai découvert que le silence peut être apaisant quand il n'est plus imposé. Il devenait un espace de respiration. Je pouvais m'y tenir sans me dissoudre. Ce silence-là n'exigeait aucune concession. Il n'attendait rien de moi. Peu à peu, j'ai réappris les gestes simples. Préparer un repas sans penser aux préférences des autres. Choisir un livre pour le plaisir, non pour l'image qu'il renvoie. M'arrêter quand je le souhaitais, sans craindre de décevoir. Ces détails, presque insignifiants, prenaient une valeur nouvelle. Ils étaient le signe tangible d'une autonomie retrouvée. Il m'arrivait de penser à la famille, pas avec amertume, avec une distance calme. Comme on pense à une maison où l'on a longtemps vécu, mais qui ne nous appartient plus. Je ne cherchais plus à comprendre leur motivation. Cette quête avait cessé d'être nécessaire. Comprendre n'est pas toujours guérir. Je recevais parfois des messages. Certains étaient maladroits, d'autres hésitants. On me parlait du quotidien, sans évoquer ce qui avait été révélé. Comme si le silence pouvait encore recoller les morceaux. Je répondais brièvement, sans hostilité, sans promesse. Je ne voulais pas rouvrir un espace où l'on attendrait de moi que je y reprenne mon rôle ancien. Un après-midi, face à l'eau, j'ai réfléchi au pardon. Ce mot m'avait longtemps semblé lourd, presque injuste. Pardonner ne signifiait pas oublier, ni excuser. Pour moi, cela a pris une autre forme. Cesser d'attendre une reconnaissance qui ne viendrait peut-être jamais. Rendre à chacun la responsabilité de ses choix, sans les porter à ma place. Je n'ai pas pardonné pour restaurer un lien. J'ai pardonné pour alléger ce qui me restait de colère sourde. Le pardon n'a pas effacé la vérité. Il a simplement cessé de la rendre douloureuse à chaque instant. J'ai noué de nouveaux liens, sans urgence. Une voisine avec qui je parlais de choses simples. Un café où l'on connaissait mon prénom. Des échanges légers, sans arrière-plan. Ces relations n'exigeaient pas de loyauté silencieuse. Elles acceptaient ma présence telle qu'elle était, sans condition. J'ai recommencé à écrire autrement.
Plus pour me défendre, plus pour consigner des faits. J'écrivais pour moi, des pensées, des images, des souvenirs revisités sans pression. Écrire sans stratégie m'a appris que je n'avais plus besoin de prouver ma lucidité. Elle faisait désormais partie de moi. Il y avait encore de la mélancolie, parfois. 30 années d'illusion ne s'effacent pas sans laisser de traces. Certains souvenirs restaient fragiles, sensibles. Mais cette mélancolie n'était plus une blessure ouverte. Elle ressemblait à une cicatrice ancienne, qui rappelle sans faire souffrir. Je comprenais désormais que la liberté n'est pas toujours un cri. Elle s'installe quand on cesse de se trahir pour préserver des équilibres factices. Quand on accepte que certaines constructions s'effondrent pour que la vie devienne respirable. Je n'avais pas reconstruit ma vie contre quelqu'un. Je l'avais reconstruite à partir de moi, à partir de faits clairs, à partir d'un choix simple. Vivre sans illusion. À mesure que les jours passaient, une paix inattendue s'installait. Elle n'était pas euphorique. Elle était stable. Elle me permettait de regarder le passé sans vouloir le réécrire. Je sentais que je m'approchais de la dernière étape, celle où il ne s'agit plus d'agir, mais de comprendre ce que cette histoire m'avait appris. De trouver les mots justes pour clore sans nier. Dans ce silence nouveau, choisi, je savais que le chemin touchait à sa fin. Non comme une perte, mais comme une réconciliation tardive, avec moi à même. Il m'arrive encore, certains matins, de rester immobile quelques minutes avant de commencer la journée. Je n'écoute plus ce que l'on attend de moi. J'écoute simplement ce qui est là. Le silence n'a plus la même texture qu'autrefois. Il n'est plus chargé de non-dits, de concessions invisibles, de fatigue contenue. Il est clair, habité, suffisant. Je pense parfois à la femme que j'ai été pendant tant d'années. Après, celle qui croyait que l'amour devait se prouver par l'effacement, celle qui confondait la paix avec l'absence de conflit, celle qui répétait les mêmes histoires parce qu'elle maintenait tout le monde à sa place. Je ne la juge pas. Elle a fait ce qu'elle a pu, avec ce qu'on lui avait appris. Pendant longtemps, j'ai cru que la famille était une construction fragile, qu'il fallait protéger à tout prix. Je pensais que dire certaines vérités risquait de tout détruire. Aujourd'hui, je sais que ce qui se détruit quand on parle n'était déjà plus vivant. C'était une façade entretenue par la peur de déranger. La vérité a brisé l'illusion familiale. Et rien n'y a survécu. En effet. Mais ce rien n'est pas un vide. C'est un espace. Un espace où je n'ai plus à me justifier, ni à corriger mes souvenirs, ni à arrondir mes phrases pour qu'elles soient acceptables. Ce qui a disparu, c'est le poids de la représentation. Je n'ai pas gagné contre quelqu'un. Je n'ai pas été plus forte que les autres. J'ai simplement cessé de me trahir pour maintenir une cohérence qui ne reposait pas sur moi. J'ai compris que l'on peut aimer profondément et accepter de s'éloigner. Que la loyauté n'exige pas l'oubli de soi. Il y a eu des pertes, bien sûr. Des liens qui se sont dissous. Des regards qui ne cherchent plus les miens. Des silences qui ne seront jamais comblés. Mais ces pertes ont été le prix d'une clarté tardive, et je les accepte sans regret excessif. Elles m'ont appris que certaines relations ne tiennent que tant que l'on se tait. Aujourd'hui, ma vie est plus étroite, mais plus juste. Elle ne repose plus sur une histoire commune arrangée, mais sur des faits assumés. Je n'attends plus d'être comprise. Je me comprends. Et cela suffit. Je regarde le passé sans chercher à le réparer. Il n'a pas besoin d'être réécrit pour être accepté. Il m'a façonné, mais il ne me définit plus. Ce qui me définit désormais, c'est ce que je choisis de ne plus tolérer. À celles et ceux qui vivent encore dans une harmonie fabriquée, je voudrais dire ceci. Vous n'êtes pas faible parce que vous vous taisez. Vous avez souvent cru protéger ce qui comptait. Mais un jour, il faut se demander qui l'on protège vraiment. Et à quel prix. Il n'est jamais trop tard pour poser les limites, même tardives, même silencieuses, même imparfaites. Le courage ne se manifeste pas toujours par des éclats. Parfois, il consiste simplement à cesser de jouer un rôle qui nous efface. Je n'ai pas reconstruit une famille. J'ai reconstruit une cohérence intérieure. Une paix sans illusion. Une dignité tranquille. Une mémoire qui n'a plus besoin d'être corrigée. Et si je devais laisser un dernier mot, ce ne serait ni une accusation, ni une leçon. Ce serait une phrase pour celles et ceux qui hésitent encore entre parler et se taire, entre préserver et disparaître. Le silence peut aussi être une forme de justice.